Merci encore de votre participation à ce webinaire. C'est le numéro 8 que Supply Chain Plus organise sur les différents critères du référentiel Supply Chain Plus. Aujourd'hui, le thème, c'est la business intelligence et en particulier un focus sur Power BI avec des témoignages exceptionnels de Niguet avec Jacques Mounier qui va se présenter tout à l'heure. De Bertrand Gaumont aussi, qui travaille dans cette entreprise familiale, qui fait du caramel, un expert du caramel en France, en Europe et puis même dans le monde. Et puis nous avons aussi Cyril Mangone, qui est l'expert en fait en Power BI, qui a accompagné cette entreprise dans la conception de tableaux de bord pour justement piloter les performances de la supply chain en l'occurrence. Je vous présente ici les différents speakers. Pour ma part, je suis Thierry Joine, responsable du comité référentiel, et je vais animer ce webinaire avec vous ce soir. Je passe la parole à Jacques. Oui, bonjour, Jacques Mounier, je suis directeur industriel depuis 5 ans chez Niguet. Bonjour, Bertrand Gaumont, responsable méthode contrôle qualité et chef de projet sur le projet SNOP qu'on a mis en place depuis quelques années chez Niguet. Merci Bertrand. Cyril? Et donc Cyril Mangone, consultant développeur en BI, c'est moi qui ai eu le plaisir d'accompagner Jacques et Bertrand chez Niguet pour le déploiement de leur projet. Très bien. Les présentations sont faites. Voici le plan qu'on vous propose. Jacques va présenter l'entreprise Niguet. C'est une entreprise qui date du 19e siècle. Elle a été créée en 1855. Cyril présentera ensuite son entreprise. Et ensuite, parlera de la business intelligence, une définition générale. Tout le monde connaît à peu près ce que permet la business intelligence. Il présentera les avantages aussi de cette solution, de cette technologie. Et puis, on fera un focus sur Power BI. Ensuite, c'est le cas d'usage de Niguet qui sera présenté. On a l'intention d'occuper le temps de parole pendant la moitié en fait, du temps, pour ensuite vous laisser 30 minutes de questions-réponses. Jacques, je te propose de présenter l'entreprise Niguet, s'il te plaît. Mais comme tu l'as dit, l'entreprise Niguet, c'est une entreprise familiale qui date de 1855. Si on peut aller sur, on fabrique du caramel et on vend ça en B2B. Elle est représentée cette famille-là par Yves et Henri Niguet, qui sont de la 5e génération, et puis la 6e génération, Vincent, Agnès et Thomas, qui arrivent et qui prennent petit à petit leur position dans l'entreprise. Donc la volonté, c'est contribuer au plaisir de tous en partageant notre passion pour le caramel. On a 2 sites en France, le site historique c'est à Feurs dans la Loire, et puis un site qui a été démarré en 2019 à Nesle, pas très loin de Saint-Quentin, et qui est dédié cela au caramel pour les sodas. Nos valeurs, la passion, la tradition, l'innovation, l'exigence, l'éthique. Juste pour vous dire comment ça se fait que l'entreprise est arrivée dans le caramel. Globalement, c'était des féculiers, ils faisaient de la fécule de pommes de terre pour l'amidonnerie et aussi pour les tissus, les métiers de tissu. Et puis ils ont fait un peu ensuite du glucose et en 73, ils ont dédié l'entreprise pour fabriquer du caramel. Donc comme je vous l'ai dit, on fabrique plusieurs types de caramel. On a 500 références à peu près actives qui sont destinées au soda, qui est le plus gros marché de caramel dans le monde. Les glaces, les produits laitiers, les chocolats, les bières et alcools aussi, les biscuits. On aurait pu mettre aussi tout ce qui est alcool et coloration des alcools, les biscuits, les soupes, les sauces et le pet food aussi. Donc on est présent dans beaucoup de métiers agroalimentaires. Alors les chiffres, ils datent de 2022. Il y a 73% de chiffre d'affaires à l'export. On livre dans plus de 100 pays dans le monde. On a des agents un peu partout dans le monde qui font la promotion et commercialisent nos produits. On a 2 sites, comme je vous le disais. On a un peu plus de 450. Maintenant, on est presque à 500 références.
On livre du vrac jusqu'à la dosette, hein, les dosettes que vous retrouvez. Alors là, c'est de la sous-traitance, quand c'est des dosettes de 2 grammes, quand vous retrouvez sur les îles flottantes ou sur les crèmes brûlées. Et puis, on est 380 collaborateurs en ce moment. Ouais. Juste en termes de progression, ils étaient 50 en 2004, 175 en 2011 et là on est à 380. Donc et c'est aussi un peu pourquoi on a eu besoin de mettre tout ça en place, c'est qu'on avait un fort développement et on avait besoin de se faire aider et de savoir où on en était. Merci Jacques Voilà. pour cette présentation de l'entreprise. Maintenant à toi Cyril de bien vouloir te présenter et de présenter ton entreprise qui s'appelle Logdata. Alors moi, ça va être beaucoup plus rapide. Logdata, c'est un cabinet de conseil qui est spécialisé dans l'accompagnement et le déploiement de solutions décisionnelles. À l'origine, je viens également de la supply chain puisque j'ai occupé un poste de responsable supply chain pendant 8 années. J'ai fait de l'aéro, de l'automobile et j'ai toujours été spécialisé dans l'analyse de performance. Donc voilà, je déploie et je développe des solutions sur mesure avec des secteurs divers et variés, puisque déjà il y a de la supply un petit peu dans tous les secteurs et inévitablement on a de l'analyse de performance qui va concerner tous les secteurs et la plupart du temps tous les services. Donc mon domaine d'expertise, c'est vraiment l'analyse et le pilotage de perf à travers la conception d'outils décisionnels. Voilà. Donc pour commencer, on va d'abord rappeler un petit peu ce que c'est que la business intelligence. On pourrait trouver tout un ensemble de définitions. En réalité, c'est l'ensemble des technologies qui vont regrouper les processus et les outils qui vont permettre l'extraction de données, c'est-à-dire la collecte à des fins de transformation et de recombinaison. Une fois ces recombinaisons effectuées, on va pouvoir mettre ces tables à disposition dans un modèle et ce modèle va alimenter des rapports. Voilà, ça c'est le processus standard d'une solution de BI. Si on parle des avantages, si tu peux revenir à la slide précédente, voilà. On parle d'automatisation du processus et c'est un des principaux intérêts. Pourquoi? Parce que la plupart des gens aujourd'hui font du pilotage d'activité. Il y en a une bonne majorité qui le font à travers Excel. Et l'inconvénient d'Excel, même si aujourd'hui on arrive quand même à automatiser des parties même avec Excel, mais ce n'est pas l'intégralité du processus qui va être automatisée. Là, l'automatisation du processus, elle est vraiment de l'extraction des données sources jusqu'à la restitution dans les rapports et on peut même planifier des actualisations. L'autre avantage, j'ai mis l'augmentation de la fréquence d'analyse parce que inévitablement, ça va avoir un impact sur la maturité. Pourquoi? Parce que quand on a, entre guillemets, la contrainte de devoir produire ces indicateurs de manière mensuelle et de les faire rentrer dans des templates si on appartient à un groupe, c'est énormément de temps de conception pour finalement peu de temps d'analyse. Alors que cette automatisation du processus permet d'avoir des indicateurs à disposition en continu et du coup, inévitablement, on va les consulter de manière plus fréquente. Pour peut-être même finir à des fréquences quotidiennes. Après, tout dépend de la fréquence d'actualisation des données. C'est sûr que ça ne sert à rien d'aller consulter ces dashboards tous les jours si la fréquence d'actualisation des données sources est hebdo. Mais en tout cas, on peut augmenter la fréquence d'analyse et du coup, on constate systématiquement des montées en maturité quant à la perf et à la mesure. Et enfin, ça permet d'observer les données d'une manière beaucoup plus précise et de produire des focus. C'est ce qu'on va parler de granularité. On peut obtenir des granularités d'analyse beaucoup plus fines et donc, du coup, des prises de décision plus éclairées. En business intelligence et en analytics, tous les ans, on a Gartner qui fait un classement et une présentation un petit peu de toutes les solutions disponibles et existantes sur le marché. Depuis maintenant un bon nombre d'années, c'est la solution Microsoft Power BI qui va bientôt d'ailleurs changer de nom puisqu'il y a un encapsulage qui s'appelle Fabric avec Azure Synapse qui domine le marché. Et on va dire que ces deux principales concurrents sont ClickSense et Salesforce à travers la solution Tableau. Bien, merci Cyril. Et puis maintenant, si tu veux bien nous présenter la solution Power BI en particulier. Bien sûr, alors comme je vous le disais, il existe une multitude de solutions avec 3 leaders.
L'avantage de la solution Power BI pour dégager quelques points qui va distinguer Power BI des autres solutions, le tout premier, vous vous en doutez, c'est l'intégration directe avec l'écosystème Microsoft. Aujourd'hui, on fait un webinar sous Teams, on a tous des messageries à Outlook, on a tous Excel, on a tous un SharePoint, on a tous des solutions de stockage cloud via la solution Microsoft. Donc, il y a une intégration qui est nettement facilitée. Alors, la facilité d'utilisation, Microsoft a fait beaucoup de pubs autour de ça, que Power BI était très facile d'usage. Si on se limite à l'usage, oui, mais il faut bien dissocier deux notions, c'est l'usage et la conception d'une solution. Ça, c'est vraiment deux usages différents. Mais dans le cadre d'un usage simple utilisateur pour faire de l'analyse, oui, l'utilisation, on peut la considérer facile. L'analyse avancée, c'est un petit peu les notions de granularité dont je vous parlais en préambule, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, de par des fonctionnalités relativement avancées et des possibilités de calcul, faire vraiment de l'analyse avancée, comprendre les données en profondeur. Le point suivant, c'est la collaboration et le partage. Pourquoi? Parce que Power BI, Microsoft offre un service, une plateforme en ligne qu'on appelle Power BI Service. Et ça permet de distribuer du contenu sur mesure. Ce que j'entends par sur mesure, c'est qu'on peut paramétrer les différents rapports en fonction d'une population ciblée. Et enfin, les possibilités d'évolution et d'intégration, c'est-à-dire augmenter la solution, on peut ajouter des nouvelles notions, des nouvelles briques, et c'est une solution qui reste très évolutive. Donc, je dirais que c'est à peu près les points qui différencient Power BI des autres solutions, en tout cas dans les grandes lignes. Là, ce qu'on a à l'écran, c'est le schéma du processus décisionnel dans sa plus simple expression. C'est-à-dire que le truc qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en business intelligence, on ne va pas produire de données. On aspire toujours de la donnée existante. Ça veut dire que vous n'aurez pas d'écran de saisie comme dans un ERP ou un WMS. Power BI ne fait qu'aspirer de la donnée pour la restructurer et la distribuer dans des rapports. Donc là, dans ce schéma-là, on va avoir une base de données, des fichiers Excel, des données stockées sur un SharePoint et des CSV, par exemple, qu'on va compiler dans un extracteur de données, ce qu'on appelle un ETL, pour Extract, Transform and Load, qui s'appelle Power Query. C'est une brique qui est contenue dans Power BI et ça va nous servir donc à produire toutes les connexions à nos données sources. Ces données sources vont être aspirées. On a la possibilité de faire du nettoyage, de la transformation de données, de la restructuration pour recombiner les données et produire des nouvelles tables. Ces tables, elles vont être chargées par la suite dans un modèle. C'est un modèle tabulaire, c'est-à-dire un modèle de données relationnelles. On va pouvoir créer des liens entre nos tables et, in fine, on va créer ce qu'on appelle un cube de données. Et ce cube de données, une fois existant, on peut y stocker des mesures de calcul et ces mesures de calcul vont nous permettre d'être restituées dans des graphiques. En réalité, l'utilisateur final, lui, ne voit pas toutes ces sous-couches. Il n'aura accès via la plateforme qu'aux écrans qu'on aura souhaité lui distribuer. Bien, merci Cyril pour ces informations techniques en fait sur le fonctionnement de Power BI. Pour ma part, moi, je vous présente la planche qui décrit les 80 critères d'excellence du référentiel Supply Chain Plus, simplement pour vous dire que la business intelligence, c'est le critère 8.6 ici sur l'écran. Et donc, nous avons donc rédigé cette grille de maturité qui permet à toute entreprise de mesurer sa maturité en matière de business intelligence. Je remercie au passage Cyril Mangone de nous avoir aidé en fait à définir cette grille de maturité. Et puisqu'on va rentrer maintenant dans le cas d'usage de Niguet, au démarrage du projet, eh bien Niguet, l'entreprise Niguet se situait à un niveau basique, c'est-à-dire qu'elle couvrait tous les points qui sont décrits dans la colonne jaune et de ce fait avait un score de 20%. Au démarrage, en fait, Niguet mesurait ses KPI à partir d'extraction de data dans SAP, elle utilisait Excel. C'était un processus manuel. Et donc, elle avait jusqu'alors une connaissance théorique de la business intelligence. Maintenant, je vais passer la parole à Jacques qui va nous parler justement de cette situation de départ chez Niguet avant d'intégrer Power BI. Oui, juste peut-être en préambule de cette slide-là, vous dire que
l'enjeu a été pour l'entreprise d'adapter l'entreprise pour la 6e génération et dire la préparer à cela. C'est-à-dire qu'il y avait un fonctionnement qui existait depuis une trentaine d'années et s'apercevant que c'était avec la croissance de l'entreprise et le nombre de salariés, on n'arrive plus à être partout et à avoir la même donnée partout et dans les temps. Donc la situation, en tout cas en 2019 quand je suis arrivé, c'était que chaque service avait ses reportings et il était très difficile d'un service à l'autre à se les partager, dans le sens où chacun calculait les siens, celui qu'il avait besoin. Il y avait une hétérogénéité des fréquences et des dates de mise à jour, c'est-à-dire que quand il fallait prendre une décision, on avait souvent une fréquence qui était peut-être pas ou dans le bon jour du mois, donc on avait essayé. Il y avait un calendrier qui existait justement pour être sûr d'avoir tous ces éléments-là au même moment. La format de représentation était propre à chaque service, c'est-à-dire que chacun avait ses graphiques, ses unités de mesure qui n'étaient pas forcément les mêmes, et des titres, des légendes, des codes couleurs qui facilitaient pas la compréhension. Des reportings peu disponibles en dehors du service, comme je l'ai dit, dans le stockage archivage, c'est-à-dire que bien souvent, on s'envoyait un mail pour se dire, tiens, est-ce que tu pourrais m'envoyer les résultats du mois dernier? Je les ai pas. Ou où est-ce que tu les as mis? Explique-moi où ils sont. Et ça, c'était une partie, c'était quotidien, on pourrait dire. Pour un même indicateur, le volume vendu, on avait des services qui n'étaient pas alignés entre la compta, les commerciaux ou même les facturés, parce que en fait, quand on creusait un peu, il y en a qui prenaient la partie facturée, d'autres qui étaient expédiés facturés, d'autres s'étaient payés. Bref. On n'avait pas un alignement et souvent, en début de réunion, on était en train de remettre en cause le chiffre. C'est-à-dire qu'on avait passé 3-4 minutes à se dire, mais est-ce que c'est le bon chiffre? Voilà, et chaque service le calculait à sa façon. Un temps de traitement important, sans valeur ajoutée. Et puis, ça aussi, ça nous avait, dans le bilan qu'on en faisait à ce moment-là, c'est que, il y a des fois, quand il y avait des suppléances pour congé, on remettait souvent en cause le chiffre, même on était là en train de douter, de se dire, mais est-ce qu'elle l'a bien fait, puisque c'est pas la personne de d'habitude qui le traite. Puis des réunions orientées présentation de constat, c'est-à-dire que on était beaucoup dans nos réunions sur le partage du constat, on partageait le résultat, que des reportings qui remontaient, et la réunion se terminait, on était souvent à ce niveau-là et on n'avait rien enclenché au-delà de ça. Ok, merci Jacques pour la présentation du point de départ. Donc je sais que vous avez beaucoup travaillé avec Cyril. Vous avez donc défini un certain nombre de KPI. Ce soir, c'est un choix qui a été fait puisque l'idée, c'est pas de tout vous montrer tout ce qui a été fait, mais de plutôt faire un zoom sur les KPI de taux de service, de stock et puis aussi de pilotage des prévisions de vente. Et là, Cyril nous a présenté une démo. Cyril, c'est à toi. Donc je te passe la main. Tout à fait. Je vais prendre le partage. Donc, pour préciser, en fait, bien entendu, il y a certaines zones seront blanches et vides pour des raisons de confidentialité de données. Mais en tout cas, cette petite démo, c'est un échantillonnage de plusieurs planches qu'on a sur différents KPI. Donc là, on est dans le service. Alors, est-ce que tout le monde voit bien? Oui. Oui. Parfait. Oui, vas-y, continue, Cyril. Ouais. Donc là, typiquement, c'est une planche en fait qu'on va dédier au taux de service, où sur cette seule planche, on va pouvoir mesurer donc tout ce qui est taux de service, taux d'avance, taux de retard, taux de partiel, le non livré. On a le quantitatif et le ratio. Donc, avec le nombre de lignes, et bien entendu, en fait, nous avons les résultats avec les 12 mois glissants en courbe et le résultat mensuel qui s'affiche. Ces résultats-là, on peut donc, quand je parlais tout à l'heure de granularité, pouvoir descendre dans la donnée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le dédier à un client spécifique et voir le score réalisé sur un client. On peut une granularité supérieure des clients groupés, groupes de clients. Les commerciaux qui sont en charge des différents clients ou groupes de clients et le chargé de clientèle. Ça veut dire qu'en fait, déjà, juste sur ces 4 niveaux, 2 externes et 2 internes, en fait, on peut déjà obtenir des planches dédiées à la granularité souhaitée. Et en haut, on a une autre batterie de filtres qui va concerner la période. Bien entendu, tous les calculs s'ajustent en fonction des différentes sélections qu'on aura programmées. Que ce soit la période, le site, puisque vous l'avez vu, il y a 2 sites, on peut obtenir du multisite ou un site dédié,
les catégories de produits et les sous-catégories qu'on va obtenir en hiérarchie 2 et en hiérarchie 3. Donc voilà, ça va être la planche qu'on va dédier au taux de service et c'est un exemple parmi tant d'autres. Une fois qu'on a pu voir ce qui se passait un petit peu ici, on peut descendre dans la deuxième planche qui est l'analyse de ligne. Et là, en fait, on va avoir le quantitatif, le non livré, le nombre de retards, le nombre d'avances, le nombre de partiels au mois. Et on va avoir un focus un peu plus détaillé pour voir les quantités qui sont concernées par ligne de catégorie. Voilà. Donc, on garde bien entendu systématiquement les mêmes filtres. Voilà pour la partie perf de livraison. Je voulais vous montrer aussi une planche qui concerne la couverture des stocks. Donc là, il n'y a pas les valeurs, mais bien entendu, en théorie, on a les valeurs quantitatives ici pour le stock libre, le stock en contrôle qualité, le stock bloqué et le disponible. On va avoir nos volumes moyens expédiés par jour, le volume moyen commandé et on a un calcul de couverture qui s'opère. Et bien entendu, comme pour la planche ou les planches précédentes, tous ces calculs s'ajustent en fonction des sélections qu'on va paramétrer ici, avec une répartition des volumes sur les quantités stockées par catégorie, parce que, en tout cas chez Niguet, la spécificité, c'est de pouvoir bien observer sur les 4 grandes catégories de produits qu'ils réalisent, ce qui se passe au niveau du stockage. On va avoir une petite analyse des volumes commandés, donc avec ici en théorie le nombre de commandes, le nombre de postes de commande, le volume, le comparatif N-1, l'évolution, là on a le quanti et là on a le ratio. On a nos courbes qui indiquent bien en fait les différentes évolutions N et N-1. Et puis ici en théorie on a toutes les données de détail et on peut pareil descendre et faire des focus en filtrant. Donc ça, ce sont des indicateurs relativement courants, j'ai envie de dire, en fait, que ce soit du taux de service, de l'analyse de ligne ou de l'analyse de stock. Les planches un petit peu plus avancées qu'on a pu produire, c'est que grâce à un moteur de prévision dont Niguet dispose, eh bien, on a pu aussi se patcher sur le moteur de prévision de la même manière qu'on peut se patcher sur un ERP. Et en fait, là, on a fait des planches dédiées à l'analyse des prévisions, où on va avoir un premier comparatif entre ce que la prévision disait et le réalisé. Et ça devient très intéressant de pouvoir faire des focus sur les comparaisons N, N-1, et surtout le réalisé et le prévu, et d'identifier les deltas. Et là, en fait, où toutes les catégories sont très importantes, c'est qu'on peut vraiment obtenir un niveau de détail sur le décalage qu'on va obtenir entre le réalisé et ce que disait la prévision. Et là, on peut vraiment cibler les pistes d'amélioration. Parce qu'on pourrait se dire que ça vient des algos dans le moteur de calcul, mais il y a aussi du renseignement manuel et de la prévision fournie par le client. Et bien souvent, en fait, les écarts constatés viennent plus de la donnée humaine que de l'algo qui a calculé en fait la prévision. Donc ça, c'est des planches qui sont très intéressantes et qui présentent un niveau d'analyse un peu plus avancé que les KPI, je dirais, standards. On parle aussi de taux d'adhérence, c'est la manière dont la prévision va coller à ce qui s'est passé réellement. Donc, c'est ici qu'on le mesure. En fait, on a deux notions, taux d'adhérence, taux de fiabilité. La différence étant qu'il y en a un qui exprime les écarts en valeur absolue alors que l'autre fait un cumul. Voilà. Donc, sur le taux de fiabilité, on va forcément descendre un peu plus précisément dans les quantités, les écarts négatifs, les écarts positifs. Et on peut vraiment obtenir une maille d'analyse très fine. Et puis, pour finir, je voulais vous montrer aussi une petite planche de volume où on va comparer ce qui a été budgété, les volumes souhaités, c'est-à-dire les quantités exprimées par le client, et le volume des ventes. Et donc, on peut obtenir des comparatifs très intéressants comme ça et de voir ce qui se passe sur un mois, constater des effets de bord. Des fois, les avances, en fait, vont provoquer un petit pic sur un mois, puis on voit qu'en fait, il y a un rattrapage sur le mois suivant. Donc, on peut tout de suite avoir l'information de savoir s'il se passe réellement un mouvement commercial ou si c'est juste un effet de bord et une avance ou un retard de quelques semaines. Donc, voilà. C'est une présentation relativement succincte et rapide, mais c'était pour vous montrer quelques exemples de ce qu'on peut produire avec cet outil. Merci Cyril, c'est toujours impressionnant de voir
ces planches avec cette fluidité entre les tableaux de bord, hein, et la richesse en fait de chaque tableau de bord où on peut avoir donc des accès avec différents filtres. Je reprends la main pour donc redonner la parole à Jacques, hein, qui va nous parler un petit peu de ce que ça a changé chez lui, puisque donc maintenant que la solution existe depuis quelques temps, ça va être intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus, Jacques. Merci. Oui, merci Thierry. Oui, donc le premier point, ça a été d'abord des reportings toujours à jour. C'est-à-dire que chaque planche a son heure de mise à jour, et c'est souvent la nuit, nous. Et donc du coup, le matin, on sait dire où est-ce qu'on en est. Et c'est à date. Donc du coup, on sait où on va. Et ça, c'est partagé avec l'ensemble des managers, l'ensemble des services, c'est-à-dire c'est les mêmes applications. Et c'est des groupes de diffusion qui sont gérés par hiérarchie, potentiellement, suivant la confidentialité de la donnée. Mais au moins, tout ce groupe a la même chose et regarde la même chose quand il veut. Ce qui fait que quand ils se croisent et qu'ils parlent des chiffres ou des prévisions jusqu'à la fin du mois, ils parlent du même chiffre puisqu'ils l'auront vu à une date donnée. Une standardisation des représentations graphiques, vous avez vu les couleurs, mais c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé, c'est-à-dire que quand vous voyez une courbe verte chez Niguet, c'est que si on parle de la N-1, une bleue c'est cette année, toujours en CAM 12 mois ou 52 semaines, quel que soit le sujet, hein, que ce soit le taux d'absentéisme, le TF2 aussi, puisqu'on a développé aussi tous les indicateurs de suivi de processus pour faciliter le benchmark et faire en sorte qu'on puisse aller d'un service à l'autre, s'entraider sur voir comment les résultats, les taux de réclamation aussi. Et donc tous nos systèmes alimentent Power BI en fait sur tous nos données. Le temps n'est plus consacré à la saisie des données, comme je l'ai écrit, mais à l'analyse et à la construction du plan de marche. C'est vrai que quand là, avant, on était plutôt sur 45-50 minutes sur une heure à partager un constat et 15 minutes à projeter la suite. Bon, maintenant, on est plutôt... alors, ça a changé aussi la façon de travailler. C'est que on attend du manager qu'il arrive, puisque les résultats sont connus en amont, il sait que la réunion est le mardi. On lui demande de prendre connaissance des chiffres avant et d'arriver avec des solutions ou ces plans de marche qu'il propose. Et on est plus en train de valider ça avec lui et se dire est-ce que c'est le bon truc qu'on a à faire, plutôt que de dire voilà, on est vraiment dans la construction du futur, de la suite en fait, dans des temps de travail. Voilà. Et puis l'outil favorise la recherche de solutions et la prise d'initiative par les salariés parce que en fait, nos feuilles de route par nos managers, parce qu'on a mis tout un système, un processus de feuilles de route aligné à nos projets d'entreprise Niguet 2030. On a chaque service partage ces données-là en réunion de service aussi, les mêmes. Il n'y a pas de décalage aussi. Et donc, du coup, un chef d'équipe est capable de commenter l'ensemble de ces planches et il parle de la même chose à tous les niveaux d'entreprise, et ce qui fait qu'un salarié sait où il en est aussi et sait travailler, sait pourquoi il va être sollicité sur tel ou tel sujet. Bien, merci Jacques. Et maintenant, un point sur la gouvernance des data, le master data management. Ouais. Bon, voilà, une fois qu'on l'a mis en place, et c'est vrai que c'était tellement, c'était un peu euphorique dans l'entreprise parce qu'on gagnait tellement de temps qu'on a voulu en développer beaucoup. Mais c'est vrai que on a pris conscience qu'il fallait qu'on traite la gouvernance des données, c'est-à-dire qui a le droit de voir quoi, qui a le droit de demander quoi comme structure de reporting, la fiabilité des données, est-ce qu'on a le droit de les prendre comme ça? Et donc on s'est mis en marche pour organiser ça et structurer ça dans l'entreprise. L'importance de la fiabilité des données sources. C'est vrai que on a eu des modèles où on a mis pas mal de temps où on doutait encore, parce qu'on venait des modèles Excel où on doutait un peu du calcul qui était fait. Mais c'est vrai que on s'est aperçu que il y avait quand même pas mal de petits cas particuliers dans le traitement d'articles ou des choses comme ça, ou de traitement de clients, de livraison de clients, qu'il a fallu bien prendre du temps pour comprendre que l'extraction qui était la bonne était la réelle. Et puis l'importance des périodes de validation des reportings, parce que maintenant on impose que pendant un temps donné, c'est 3 à 4 mois, on est avant de mettre en production un reporting, on passe du temps on le duplique, c'est-à-dire qu'on garde l'ancienne méthode
et on valide que ces données-là soient cohérentes sur plusieurs temps parce que voilà, on a essuyé quelques déboires là-dessus, alors qu'ils nous ont pas mis à mal, mais quand on en fait un outil décisionnel, on peut pas douter de ça. Voilà. Et puis le besoin de poser le modèle sur le modèle d'architecture de stockage parce que on veut aussi que l'ensemble des données, avec la croissance de l'entreprise, si on était amené à avoir d'autres sites ou d'autres ateliers, on ne veut pas avoir à reconstruire tout. Et voilà, et Cyril nous a bien aidé là-dessus et a beaucoup travaillé là-dessus pour justement faire en sorte que nos reportings soient toujours valables avec la croissance de l'entreprise, et on les a pensés sur le très long terme pour que ces données-là soient toujours utiles et qu'on aille toujours, quand on cherche une donnée style les volumes vendus, qu'on ne réinvente pas là où on va se piquer pour la prendre, mais qu'elle se soit toujours au même endroit et qu'on ne doute pas de ça non plus dans le temps. Merci Voilà. Jacques. Maintenant, je passe la parole à Bertrand, qui est donc le chef de projet de tout ce qu'on présente ce soir, et qui lui va nous présenter les facteurs clés de réussite de ce projet. Donc tout d'abord, comme on le dit en préambule, c'est un projet d'entreprise vraiment porté par la direction. En 2020, quand on a lancé le projet, c'était le début d'un nouveau plan stratégique de l'entreprise qui découlait sur 5 ans. Et du coup, ça faisait partie d'une des 21 approches de l'époque. Donc c'était vraiment nouveau. Et puis comme disait Jacques, vraiment pour accompagner la 6e génération avec la croissance de l'effectif. Où chaque manager doit aussi piloter son activité et pas toujours compter que sur la direction. Donc voilà, donc à partir de là, on a créé une équipe projet interne. La première chose, c'était la construction des nouveaux outils de reporting qu'il a fallu mettre en place. Donc ça a été, les nouveaux outils ont été très très rapidement mis en place. Donc les premiers, c'est sur la couverture des stocks et puis tout simplement des volumes commandés, volumes expédiés pour aligner tout le monde. Donc ça a été mis en l'espace de 2-3 mois, ça a été mis en place. Du coup, ça nous a soulevé des questions justement pour que tous ces graphiques soient bien compris par l'ensemble des salariés et des utilisateurs, et de créer une charte graphique, des couleurs, des types, des graphiques, pour qu'on leur passe d'un reporting à un autre, qu'on soit tout de suite habitué au code couleur, notamment. La communication auprès des équipes et l'accompagnement au niveau des utilisateurs. Donc, comme disait au départ Jacques, ça nous a permis d'aligner les mêmes chiffres à l'ensemble des utilisateurs, notamment, je dirais, entre le commerce et la production, donc et le contrôle de gestion. Donc ça, c'est vraiment une réelle plus-value, et puis maintenant, on ne va plus vis-à-vis de ça. Mise en place des animations qui en découlent. Je dirais que c'est cette partie-là qui, en fait, c'est pas l'outil, mais c'est plus la mise en place des animations qui en découle, et vis-à-vis des équipes. Là, c'est la culture, c'est le changement, en fait, l'accompagnement au changement qui est lié dans ce projet-là, mais qui peut être lié dans la culture sécurité dans une entreprise ou autre sujet. Donc, on retrouve finalement le plus difficile, c'est de faire changer l'utilisateur que le système, on va dire. Bon, tout ça, on a été bien accompagnés. On a eu la chance aussi que l'entreprise accepte de mettre les moyens dans ce projet-là. Donc, on a Cyril qui nous a accompagnés dès le début du projet. Donc ça, on va dire qu'avec Cyril, c'est toujours un moment de partage. C'est-à-dire que voilà, comme disait Jacques, on a eu tendance à vouloir créer beaucoup de reporting à tout va. Et en fait, c'était des sujets de discussion réguliers, ou c'est encore des sujets de discussion réguliers avec Cyril, en disant est-ce qu'on a raison, pas raison. Donc ça, on va dire, c'est la maturité du système petit à petit qui s'affine, on va dire. Mais donc voilà. Et après, des reportings partagés. Donc développer l'anticipation et l'autonomie de nos managers. Et c'est surtout, voilà, le but in fine, de toute façon, c'est la satisfaction de nos clients. Donc, à la fin, c'est le taux de service. C'est pour ça que le taux de service a été mis en place dans ce type de système, en fait, a été intégré dès le début, parce qu'en fait, la finalité, la maturité du processus, en fait, doit se traduire par le taux de service vis-à-vis de nos clients. Merci Bertrand pour tous ces facteurs clés de réussite. Moi, je terminerai avec la dernière slide avant de passer la parole à notre public. Ce qui est assez impressionnant, vous avez vu la richesse de ce qui a été développé, et puis l'utilité de tout ça, et puis comment l'entreprise s'est transformée finalement grâce à ces indicateurs qui lui permettent de piloter ses performances.
Bien, ce qui est assez impressionnant, c'est que Niguet, en l'espace de 2 ans, est passé d'un stade de maturité basique à 20% à un stade avancé où elle atteint aujourd'hui 70% de maturité. En fait, l'entreprise a complètement généralisé l'utilisation de la business intelligence dans tous les services, hein. Jacques parlait tout à l'heure même des indicateurs sociaux. La supply chain figure parmi les plus grands utilisateurs de la BI. On a pu voir qu'il y a beaucoup d'indicateurs donc, qui ont trait au stock, aux prévisions, au taux de service sous différents donc, catégories. Et puis, donc, tous ces indicateurs sont documentés ainsi que les rapports BI, si bien qu'elle est vraiment dans le stade avancé. Donc, bravo encore pour ce projet qui a été conduit de main de maître et qui a permis donc, à Niguet donc, de rentrer dans cet environnement de la business intelligence sans laquelle vous ne pourriez plus avancer, j'ai l'impression, aujourd'hui, quoi. Donc, je remercie donc, Jacques, Bertrand et puis Cyril de nous avoir présenté pendant une bonne demi-heure finalement ce qui a été fait chez Niguet. Et puis maintenant, moi, je propose, donc vous êtes plus de 30-35 personnes qui assistaient à ce webinaire, de poser vos questions donc, à nos experts. Bienvenue Baptiste, vas-y, pose la première question s'il te plaît. Oui, bonjour à tous. Du coup, ouais, j'ai réussi à me raccrocher quand même au webinaire parce que c'était un sujet qui m'intéressait. Moi, alors je vais essayer de poser toutes mes questions en une, histoire qu'on fasse une réponse et que les autres puissent, puissent prendre la parole aussi. Tout à l'heure, quand on a vu le schéma, notamment sur la partie ETL, j'ai pas vu la partie interrogation API. Donc, c'était une de mes questions parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de systèmes qui sont en SaaS ou hébergés. Du coup, dans la récupération, c'est quand même aujourd'hui une techno qui est quand même un petit peu indispensable. Ça, c'était ma première question. La troisième, vous y avez répondu en cours de route. Et là, c'était plutôt pour les équipes Niguet. J'ai entendu parler de modèles de prévision, enfin d'outils de prévision. Et si ce n'était pas un secret défense, j'aurais aimé connaître le nom, parce que pour le coup, là, moi, j'ai effectivement un sujet aussi là-dessus. Les gens s'intéressent à Colibri, mais si j'avais d'autres noms, ça m'intéresserait aussi. Alors, Voilà. pour la première question, c'est plutôt Cyril qui va te répondre au niveau C'est de ça, l'ETL. tout à Vas-y fait. Cyril. Tout à fait. Alors, bonjour. Si j'ai bien compris la question, c'est au niveau des données sources que j'ai pas listé une API dans les données sources, c'est ça? Exactement. Alors, oui, effectivement, j'aurais pu l'ajouter, mais oui, oui, bien sûr, on a la possibilité de se connecter à des API, c'est conçu pour, et ça pose absolument aucun problème, bien sûr. Mais oui, oui, c'est possible. Super. Merci Alors, Cyril. et pour la deuxième question, donc Jacques, tu veux bien répondre? Ouais, bon, c'est vrai que, bon, comme disait Bertrand, on a eu les moyens de s'inscrire là-dedans et on avait besoin un sujet sur les prévisions parce que jusqu'à date, on attendait les commandes pour planifier l'organisation. Mais donc, nous, c'est Billy Plan. Bon, il y avait Colibri, mais c'est vrai qu'à l'époque, comme on changeait la méthode de travail de l'entreprise, on voulait pas y mettre trop d'argent sans savoir où est-ce qu'on allait. Et c'est vrai que Billy Plan avait cet avantage-là, puisque c'est une personne qui lançait son activité, qui nous a été présentée, je crois, par toi, Thierry, Oui, ou c'est toi, ça. Cyril. Et c'est vrai qu'elle se lançait là-dedans, Margot Rafoul, là. Et c'est vrai que nous, en termes d'utilisation et d'adaptation à nous, on a bien aimé et voilà. Donc ça répondait à notre besoin. Mais voilà. Et c'est une solution qui fonctionne toujours aujourd'hui, quoi. Oui. Donc, c'est une solution collaborative sur les prévisions de vente qui associe les commerciaux avec la supply chain et qui permet tous les mois donc, de faire le point sur les prévisions commerciales et puis les réconcilier aussi avec les prévisions statistiques et de partager tout ça de telle manière que tout le monde donc, soit aligné sur les prévisions des différents produits finis qui sont vendus, quoi. Est-ce qu'il y a une autre D'accord. Et question? du coup, Cyril, Ouais. parce que du coup, je vais fermer la boucle, je vais renvoyer la Ouais, question à Cyril. Du coup, Cyril, oui, on interroge effectivement cette tout à fait. application-là aussi Alors, pour le ramener dans Power BI. en fait, on n'interroge pas, on n'interroge jamais les bases de données en direct. On procède soit par des clones pour pas tirer sur la base de données quand elle est en prod, soit par une mise à plat texte en CSV avec du push qu'on va aller archiver dans un dossier SharePoint. Ok, super. Merci beaucoup. Oui, Mohamed. Merci pour cette belle présentation. En fait, moi, ma question, c'est pour ce projet, c'est quoi
le niveau de volumétrie des données et comment vous jugez la performance la réactivité de vos dashboards? Une question pour Cyril, je pense. Oui, alors je vais répondre. Au niveau de la volumétrie, de toute façon, en capacité standard, on peut faire rentrer déjà, pour donner un exemple, moi j'ai déjà fait rentrer des millions de lignes, et je parle bien de millions de lignes, sur la capacité standard dans Power BI Service. Donc, par contre, c'est une question pertinente parce que aujourd'hui, la réactivité des dashboards, en réalité, elle est plus trop impactée par la volumétrie des données, elle est plus impactée par la conception des calculs. Et aujourd'hui, non seulement on a des outils, là c'est vraiment un sujet de conception, hein. En tant que concepteur, on a des outils qui nous permettent de monitorer le niveau de performance en fonction des choix de calcul qu'on va pouvoir produire. Par exemple, pour produire un calcul lambda, je vais avoir 3 possibilités. Je peux le faire de façon A, de façon B, de façon C. Lorsque je sais que je suis sur de la volumétrie relativement faible, je ne vais pas me poser la question et je vais appliquer une méthode standard. Lorsque je sais qu'il y a une grosse volumétrie, par exemple des choses que je pourrais faire soit dans Power Query, soit en DAX dans le modèle, en réalité, tout va dépendre de la ressource des serveurs disponibles et surtout, tout va dépendre de ce que le monitoring, on a des outils de monitoring, les outils vont me dire. Et en fait, on arrive très facilement à repérer la solution la moins consommatrice de ressources. Mais avant de tomber sur des volumétries qui génèrent de la latence dans les dashboards, il faut vraiment quand même avoir un volume de données très conséquent. Ok, merci Cyril pour cette question. Ça va Alors déjà est-ce que ça répond à la question? Oui. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez me donner un exemple de ces outils que vous utilisez pour identifier la bonne métrique? Bien sûr, mais c'est des outils d'extension. En fait, il y a l'équipe SQL BI bien connue et il y a même maintenant d'autres associés à Microsoft. En fait, on peut utiliser Bravo. Et aujourd'hui, si vous mettez régulièrement à jour, c'est-à-dire de manière mensuelle, la version desktop de Power BI, vous avez dû voir que dans les fonctionnalités en préversion, vous avez le monitoring, c'est-à-dire DAX Studio, qui est ni plus ni moins qu'une interface comme Visual Studio pour ceux qui font de la programmation, dédiée à DAX et actionnable dans Power BI. Donc en fait, vous pouvez même évaluer vos mesures, vous pouvez évaluer les temps de réponse en millisecondes de chacun des calculs. Donc ça, c'est une première solution. Et sinon, vous avez Bravo. C'est aussi un add-in que vous pouvez télécharger et intégrer à Power BI, pour en citer que 2. Après, si vous recherchez un petit peu, vous allez en trouver 4 ou 5. Mais moi, en tout cas, je travaille surtout avec ces deux-là. Je travaille beaucoup avec DAX Studio et avec Bravo. Ok, merci. J'ai l'impression que tu as répondu à la question, Cyril. Oui. Je passe la parole à Moad, puisqu'on a encore 3 questions qui arrivent. Puis il y en aura d'autres sûrement. Bon, bonsoir à tous. Et surtout à Thierry, qui était mon professeur au CNAM de Val-de-Reuil. Ah, dis donc, ça date. Avec Monsieur Morel. Ah, c'est un plaisir de te revoir. Écoute, vas-y, pose ta question et puis on aura l'occasion d'échanger. En fait, j'ai 2 petites questions. La première, c'est par rapport en fait au niveau de maturité, les 4 niveaux de maturité. En fait, ma question, c'est que à partir de quel scoring on traverse en fait les paliers entre le palier 1, 2, 3 et 4? Parce que je suppose qu'on voit pas bien le scoring à gauche là, pour chaque niveau de maturité. Alors, je ne vais pas faire une lecture, une extenso de cette grille, hein, parce que ça nous prendrait 5 minutes et puis ça va être un peu ennuyeux. Cette grille, si donc, tu arrives un petit peu dans ce Supply Chain Plus, elle a été définie il y a 1 an, peut-être un peu plus. Hein, ça a été dans le cadre de travaux qui ont associé plusieurs praticiens et experts, et notamment Cyril pour la partie Business Intelligence, où chacun un petit peu a partagé son expérience pour dire que quand un niveau débutant se présente, et ben voilà ce qu'on fait en Power BI, parce qu'on parle de Power BI. Et puis au niveau basique, on va un peu plus loin. Au niveau intermédiaire, là, on a un ETL notamment qui permet d'automatiser les extractions, mais ce n'est pas parfait parce qu'en fait, on n'est pas sur des choses complètement, on va dire, partageables. Et puis ensuite, on a le niveau de la business intelligence comme Cyril l'a présenté, quoi. Ce que je t'invite à faire, c'est à prendre une petite adhésion à 60 € pour vraiment découvrir
le référentiel et puis lire tous les stades de maturité, quoi. D'accord, ok. Deuxième petite question, en fait, je suppose que votre source de données, c'est SAP, c'est ça? Alors là, c'est une question pour Cyril, mais pas forcément, je crois pas, hein. Oui, alors il n'y a pas que du SAP, mais oui, il y a du SAP. Comme Jacques l'a précisé tout à l'heure pour la partie prévision, on a du BiliPlan et on a quelques sources externes manuelles, mais qui sont des données fixes, comme par exemple des grilles d'objectifs qui vont être stockées sur du SharePoint. Mais principalement, oui. En réalité, on a même fait une sous-couche intermédiaire pour vraiment, c'est le sujet dont Jacques parlait, pérenniser l'évolution du modèle dans le temps. On a produit des data flows, c'est-à-dire qu'on a fait une réplique intégrale de la base en data flow. Et aujourd'hui, Power BI ne tape même plus sur SAP, mais tape sur les data flows. D'accord, ok, ça marche. Et peut-être en complément, bon, nous, sur niveau paye et tout ça, on est sur Kelio et puis GMAO, c'est Carl. Et c'est vrai qu'on a fait le choix, même quand on a mis notre GMAO en place il y a 4 ans, on a fait le choix de tout mettre nos indicateurs sur Power BI, quoi, centraliser en fait au niveau de l'entreprise. D'accord, ça marche. Il y a une petite remarque qui m'a interpellé, c'est que j'ai vu que vous étiez, en fait, vous avez ouvert en fait le Power BI, le dashboard en version web. Parce que moi, j'utilise, par exemple, à titre perso, j'utilise le Power BI desktop. Oui. Et du coup, je ne savais pas qu'on pouvait ouvrir en version web, en fait. Oui, bien sûr. Là, en D'accord. fait, il est chargé dans un workspace et du coup, j'ai accès qu'au rapport. D'accord, ok. Je ne peux Ok, pas ok. accéder, il faut se mettre en mode concepteur, il faut avoir les droits d'admin pour pouvoir accéder aux tables. Mais justement, c'est tout l'intérêt, c'est que les utilisateurs ne peuvent pas accéder aux tables, en fait. D'accord, ok. Ok, ça marche. Bon, bah, merci à vous. Très bien, on est sur des questions très techniques. Ok, bon, j'ai un peu une question plutôt technique. Là, sur notre organisation, on a plusieurs rapports Power BI desktop et là, on pense à faire une gestion de version sur peut-être Git, peut-être DevOps et on sait pas vraiment c'est quoi la meilleure solution pour faire cette intégration de gestion de version. Parce que là, on a un problème où on a plusieurs versions de rapport et on peut pas, et on veut gérer cette problématique-là. Ok, Cyril. Alors, je ne me prononcerai pas sur quel est le meilleur outil pour faire de la gestion de versionning parce que moi, j'utilise les deux. Pour certains clients, j'utilise du Git, pour d'autres, j'utilise du DevOps. En réalité, ça dépend plus de votre organisation interne que de la qualité de l'outil. Dans les deux cas, c'est deux très bons outils. Après, Git, en fait, il y a une existence. Il y a une existence quand même relativement confirmée, mais moi je sais que j'utilise les deux, donc je ne saurais pas vous conseiller plus l'une que l'autre. En tout cas, c'est deux bons outils de gestion de versionning, ça c'est sûr. J'ai une deuxième question. Est-ce que tu fais la gestion des versions avec Power BI Service ou directement depuis les rapports, depuis ton répertoire de documents desktop? Alors, toutes mes versions existent en desktop. Et en réalité, si on veut vraiment appliquer les best practices du versionning, tu dois avoir 3 environnements dans ta plateforme en ligne. Un environnement de développement, un environnement UAT pour User Acceptance Testing et un environnement de production. Et en réalité, tu fais transférer tes versions d'environnement en environnement en les numérotant. Ok, merci beaucoup. Ok, merci Cyril et Tom. Mon question, c'est combien de temps avez-vous mis pour la mise en place des KPI? C'est pas la mienne, mais je vous la dis du coup. D'accord. Merci. Et la même personne, ou je sais pas, une autre personne a dit, je crois que c'est la même, est-ce difficile de mettre en place la charte graphique? Elles sont dans la conversation. Alors, pour la charte graphique, nous, ça a été un choix où on a réuni tous les managers pendant 2 heures et on s'est dit quelle représentation on voulait, qu'est-ce qui parlerait mieux à nos équipes et qu'est-ce qui allait nous aider à animer les réunions de service et
le partage de résultats. Donc voilà, on a fait ces choix-là et après, on se les a imposés dans tous nos reportings. Très bien. Autre question de Valérie cette fois-ci. Combien de temps vous avez mis pour mettre en place les KPI? Ce projet, en fait, il a duré globalement combien de temps? Alors, je vais commencer la réponse et puis je pense que Jacques ou Bertrand la compléteront. Tout dépend de quel KPI on parle. Lorsque le processus il est déjà existant, type taux de service, et que c'est entre guillemets un simple transfert de technologie, là, ça peut être fait de manière très, très rapide. Quand je dis très rapide, c'est un mois. Sous un mois, voilà, on peut avoir transféré la technologie sous Power BI sans aucun problème parce qu'on est sur des calculs relativement simples et une restitution relativement simple. Ce qui va prendre beaucoup plus de temps, c'est plus les questions que l'avancée dans la mise en place de KPI vont produire. Et c'est ces fameuses questions de gouvernance de données dont Jacques a parlé, c'est ces fameuses questions de fiabilité de la donnée parce que inévitablement, lorsqu'on commence à déployer ce genre de solution, eh bien en fait, on va être confronté à des écarts de données, voire à des erreurs de données qui n'auront probablement pas été localisées avant cette intervention. Et inévitablement, on va avoir le souci de corriger ça avant de déployer les versions d'indicateurs finales. Donc, tout dépend du KPI, tout dépend du niveau de maturité et de fiabilité de la donnée en interne. Ça va dépendre un petit peu de ça. Ouais, si je rajoute un petit mot par rapport à ça, tu as raison, Cyril, c'était rendre robuste l'arrivée des données, c'est-à-dire là où il y a des saisies sur tous nos process de fabrication, être sûr qu'ils soient bons dans la création d'articles, par exemple, mais aussi dans l'exploitation, s'assurer que ce qu'on voulait faire produisait bien. Puis il y a la maturité aussi managériale, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a des indicateurs qui vont évoluer parce que ils nous suffisent plus en soi et on va aller chercher un peu plus précis ou un peu plus voilà une autre photo de ça en termes de pilotage. Valérie a demandé si on pouvait ajouter des root causes comme pour les retards de livraison dans le KPI OTD. Alors, comme je l'ai précisé au départ, il n'y a pas de saisie initiale de données. On aspire de la donnée, on ne peut pas en produire. Donc, ça impliquerait qu'on ait un champ qui puisse recueillir cette information. Je sais que dans SAP, on peut faire des ajouts en fait de cellules ou de l'extension de table. Donc, si on pouvait interagir sur un SAP, oui, mais en tout cas nativement dans Power BI, il y aurait des moyens un petit peu détournés, mais plus manuel qu'autre chose. Donc, la réponse est oui et non. Quelle est la taille de la cellule data qui gère les rapports? Les data stewards sont-ils formés à Power BI? Alors, je ne vais pas répondre à la place de Jacques, mais la cellule informatique contient combien de personnes chez vous, Jacques? 8. Alors, il y a 8 personnes, dont… en tout cas, sur Power BI, ils sont plutôt 2, ils travaillaient pas à temps plein. Ils sont 2, pas à temps plein. Alors oui, ils sont formés bien sûr ils sont formés à Power BI. On a fait beaucoup de partage justement sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, ils ont très clairement l'autonomie pour déployer des rapports. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Parce que je vois qu'on arrive à la fin de la session. Je n'en vois pas vraiment d'autres. C'est des remerciements des uns des autres. Je voulais vous remercier. Jacques, peut-être un petit mot de la fin. C'est-à-dire qu'est-ce que maintenant tu conçois le pilotage des performances chez Niguet sans Power BI? J'imagine que non. Non, c'est plus possible. On ne saurait pas s'en passer. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé au fait que on ait une stabilité, une pérennité de ce qu'on avait construit. C'est vraiment très intéressant ce que tu viens de dire, la pérennité de l'entreprise, puisqu'avec une croissance aussi importante, à un moment donné, on a besoin d'avoir de la visibilité sur son activité et ses performances. Et c'est ça. Et puis pour nous, cette fiabilité, le fait de regarder tous la même chose, nous permet d'anticiper, et ce qui nous manquait un peu, parce qu'on s'est projeté maintenant grâce à tout ça, et on a appris à tous les managers à projeter des évolutions grâce à tout ça.
et anticiper le besoin, puisque avant on courait pour subvenir aux besoins de développement. Voilà. Génial. Ben, merci à tous les trois pour votre partage d'expérience. C'est toujours très, très Merci. riche. Merci à vous tous et toutes d'avoir assisté à ce webinaire. Et puis, vos questions ont permis aussi d'alimenter le débat. Donc, on aura un prochain webinaire au mois d'octobre qui touchera à la planification. Mais auparavant, je vous invite donc à assister, à vous inscrire à notre colloque qui a lieu le 26 septembre. C'est à Paris La Défense. On a aussi lancé un jeu concours pour gagner des expériences Supply Chain. Donc, vous avez pu voir ça dans nos échanges avec les membres de Supply Chain Plus, mais aussi sur LinkedIn. Donc, on vous donne rendez-vous à ce colloque. Donc, pour tous ceux et celles qui sont inscrits déjà, il y a encore un petit peu de place de disponible pour ceux qui ne le seraient pas déjà encore. Et dans tous les cas, merci encore à nos trois invités et à vous tous pour votre attention. Et très bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.